Bonjour, bienvenue à tout le monde pour cette webconférence du mois d'avril. Bonjour Frédéric, bonjour Philippe. Bonjour Pascal, Bonjour bonjour Frédéric, Pascal. bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la rupture du contrat de travail et du départ en retraite des salariés, étant donné que pour partir en retraite, quand on est sous contrat, il faut bien que ce contrat soit rompu. Et on verra principalement avec toi, Frédéric, toutes les démarches, les particularités concernant ce sujet de départ à la retraite, départ volontaire ou bien quelquefois mise à la retraite. On verra ces détails-là. La webconférence est enregistrée comme d'habitude. Vous avez sur la partie droite de votre écran un endroit où vous pouvez poser des questions. Nous tâcherons d'y répondre alors au plus tard à la fin de la webconférence, mais peut-être on essaiera durant la webconférence s'il y a des questions qui arrivent bien à propos. Je crois que techniquement j'ai tout dit et Frédéric, je te laisse la parole pour présenter le support et puis on va se répartir la parole sur les différents sujets. Eh bien oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais sans attendre effectivement partager le support. Alors, ne vous étonnez pas, il va y avoir un petit effet kaléidoscope. Voilà, mais logiquement, vous devriez bientôt voir le support en ligne. Alors, je sais qu'il y a des fois un petit décalage. Il est là. Le voilà, impeccable. Pascal, je te laisse faire la présentation du sommaire. Voilà, donc très simple. On va faire quelques rappels à la fois sur les droits à la retraite, mais aussi sur les modalités de rupture du contrat de travail. Ensuite, Frédéric nous rappellera les options possibles juste avant le départ en retraite. On parlera ensuite des démarches de l'employeur et du salarié. Et puis, on verra aussi ce qu'il est possible de faire après un départ en retraite. Alors, pour rappel, donc effectivement, avant le départ à la retraite, évidemment, l'ensemble de vos collaborateurs cotisent aux deux régimes de retraite obligatoires, c'est-à-dire l'assurance retraite, bien sûr, le régime de base, et le régime complémentaire Agirc-Arrco. L'assurance retraite, vous le savez, bien sûr, est un régime de retraite qui fonctionne par trimestre. On a tous en tête ce fameux nombre de trimestres minimum à atteindre pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Et puis, pour rappel, la sécurité sociale aussi, c'est un régime de retraite qui est limité, donc les droits sont toujours acquis au maximum sur le plafond annuel de sécurité sociale. Si jamais j'ai la chance d'avoir une rémunération qui dépasse le plafond de sécu, eh bien, cette partie excédentaire n'est pas prise en compte par le régime de base. Côté Agirc-Arrco, vous le savez, c'est un système par points de retraite, évidemment. Nous avons, nous aussi, une limite au niveau de l'acquisition des droits, mais cette limite, elle est fixée à 8 fois le plafond annuel de sécurité sociale. Donc, en 2025, avec un plafond à 47 100 €, ça veut dire qu'on peut attribuer des droits jusqu'à un niveau de rémunération à plus de 370 000 € brut par an, ce qui, en général, nous permet de couvrir l'intégralité des montants de rémunération perçus par les salariés. Alors, au niveau de l'acquisition des trimestres, là, on a pensé avec Pascal, c'est un petit peu intéressant de rappeler parce que des fois, on a tendance à imaginer que tout ça se fait par une question de durée, et ce qui n'est pas le cas. Quand on travaille, l'acquisition du trimestre cotisé, puisque le trimestre cotisé, c'est bien celui qui est acquis par l'intermédiaire de son activité professionnelle, elle se fait en fonction d'un certain niveau de rémunération. Donc là, vous voyez, on vous a donné la valeur 2025, et pour acquérir un trimestre cotisé en 2025, il me faut une rémunération brute de 1 782 €. Ça veut dire qu'à partir du moment où je perçois au moins 4 fois ces 1 782 €, donc un peu plus de 7 200 € bruts de rémunération, j'aurai mes 4 trimestres cotisés. Et même si j'acquiers cette rémunération en quelques mois, c'est-à-dire que assez facilement, entre guillemets, en 5 ou 6 mois d'activité, je peux avoir ces trimestres cotisés. Il y a aussi évidemment une acquisition de trimestres pour les périodes d'inactivité, périodes de chômage, de maladie, service militaire ou autre.
Et là, pour le coup, c'est bien une question de durée, puisque là, il n'y a pas de cotisation prélevée sur ces indemnités. Et là, on est sur des notions de durée qui peuvent être des fois aussi un petit peu surprenantes, puisque quand je suis au chômage, eh bien, dès lors que je vais être indemnisé par France Travail pendant au moins 50 jours, j'aurai un trimestre. Quand je suis malade, dès lors que 60 jours de façon consécutive ou non, à la limite, je peux être malade 6 fois 10 jours dans l'année, eh bien, ça me fera un trimestre. Il n'y a que pour le service militaire, où là, on a quelque chose d'un peu plus cohérent, mais avec les militaires, ce n'est pas étonnant, et où on a 90 jours, effectivement, pour un trimestre. Alors, pour rappel, évidemment, même si mécaniquement, j'aurai 4 trimestres cotisés parce que j'ai travaillé 6 mois et que derrière, j'ai encore 2 trimestres de chômage pour 100 jours d'indemnisation après une période d'activité, de toute façon, bien sûr, je ne peux pas avoir plus de 4 trimestres par an reconnus par le régime de base de sécurité sociale. Voilà. Alors, comment est-ce que la sécurité sociale calcule une retraite? Ça aussi, on a beaucoup de questions là-dessus et on pensait intéressant de vous le remettre. Alors, premier élément, le régime de base va d'abord déterminer un salaire annuel moyen. Donc, il prend toutes les rémunérations de la personne, limitées au plafond, bien sûr, puisque précédemment, la Sécu se limite à ce niveau de rémunération. Elle va revaloriser toutes les rémunérations parce qu'elle sait bien quand même que les rémunérations perçues dans les années 80, 90, etc. N'ont pas la même valeur qu'actuelles. Et une fois qu'elle a revalorisé toutes les rémunérations, elle va retirer les 25 meilleures, pas forcément les 25 dernières, mais bien les 25 meilleures années, 25 meilleurs salaires, et elle va en faire une moyenne. Une fois que cette moyenne est établie, elle va appliquer un taux de liquidation. Et c'est de là que vient l'appellation d'avoir sa retraite à taux plein, puisque quand on a le taux maximum de liquidation, alors ça peut paraître là aussi un petit peu paradoxal, mais le taux maximum, c'est 50%. Donc, dès lors que je remplis les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein, j'aurai ce taux maximum de 50% appliqué à la moyenne de mes 25 meilleures années de salaire. Et enfin, la sécurité sociale va quand même vérifier le nombre de trimestres que j'ai validé dans son régime. Voilà. Donc, si jamais j'ai eu ma retraite à taux plein grâce à des trimestres qui viennent d'un autre régime, ce qu'on appelle les trimestres équivalents, si par exemple, je sais pas moi, j'ai eu des droits au régime de la fonction publique ou de la SNCF ou autre, ou à l'étranger, puisque les périodes d'activité à l'étranger, dans les pays de l'Union européenne ou ceux qui ont un accord avec la sécurité sociale, permettent d'obtenir sa retraite à taux plein. Par contre, ces trimestres-là, ces trimestres équivalents, ne sont pas retenus dans le calcul de la retraite, et donc la sécurité sociale va éventuellement proratiser le montant de ma retraite si effectivement j'ai des trimestres qui viennent d'un autre régime. Et donc ce calcul me donnera le montant annuel brut de la pension. Alors pour vous donner un exemple, à l'heure actuelle, quelqu'un qui partirait à la retraite avec 25 ans au plafond, bien évidemment son taux plein et une proratisation neutre, qui aurait tous ces trimestres validés par le régime de base, eh bien au maximum, à l'heure actuelle, il peut percevoir 1 822 € bruts par mois du régime de base de sécurité sociale. Et vous voyez que ça ne correspond pas à 50% du plafond, puisque ce n'est pas 50% du plafond de l'année de départ, mais c'est 50% de la moyenne des 25 meilleurs plafonds que j'ai pu éventuellement dont j'ai pu bénéficier dans ma carrière. Et que le plafond évolue chaque année, évidemment, ça fait un montant qui est un petit peu différent. Alors, pour la retraite complémentaire, c'est un petit peu plus simple, puisque vous savez qu'on l'a dit, on acquiert tous des points de retraite. Donc là, le jour où vous avez droit à votre retraite à taux plein, eh bien, le régime complémentaire s'aligne et donc on prend le nombre total de points que vous avez acquis. On le multiplie par la valeur annuelle. Donc là, vous voyez que la valeur 2024, elle est, depuis le 1er novembre 2024, elle est de 1,43 €. Et cette simple multiplication nous donne automatiquement le montant annuel brut de la retraite. Voilà. Alors, attention, malgré tout, si quelqu'un part à la retraite au niveau du régime de base avec une décote, c'est-à-dire qu'il n'a pas ce taux plein maximum de 50%, mais il a un taux inférieur parce qu'il choisit de partir à la retraite sans remplir les conditions du taux plein, il y aura aussi une minoration
la retraite complémentaire, puisque les régimes s'alignent. Et donc, s'il y a une décote au niveau de la Sécu, il y aura aussi une minoration au niveau de la complémentaire. Alors, petit rappel sur les différentes bornes d'âge auxquelles on peut éventuellement bénéficier de ces droits à la retraite à taux plein. Alors, premier point, 60 ans, ça, c'est en général le départ possible pour les gens qui remplissent les conditions de ce qu'on appelle les carrières longues. Donc, vous savez, les gens qui ont commencé à travailler jeunes, qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup de trimestres cotisés, bon, bah, éventuellement, dès 60 ans, ils peuvent bénéficier d'une retraite à taux plein au titre de ce dispositif. Autre borne d'âge intéressante, c'est 62 ans, puisque à 62 ans, malgré la réforme, ça reste l'âge du départ à taux plein possible au titre de l'inaptitude. Donc, si quelqu'un perçoit une pension d'invalidité ou si le Conseil de la Sécurité sociale le déclare inapte, eh bien, dès 62 ans, hein, sans condition de trimestre, il aura droit, bien sûr, à sa retraite à taux plein au titre de l'inaptitude. 64 ans, ben vous savez que suite à la réforme de 2023, c'est le nouvel âge légal. Hein. Alors, bon, on sait que ça va concerner les gens nés à partir de 1968 et qu'entre les gens nés en 62 et 68, on a une augmentation progressive de cet âge légal. Mais à terme, on est bien sur cet âge possible au plus tôt de 64 ans. Et finalement, la seule chose qui n'a pas bougé dans la retraite suite à la réforme, c'est ce qu'on appelle l'âge du taux plein automatique, qui est resté fixé à 67 ans. Ça veut dire qu'à 67 ans, quel que soit le nombre de trimestres acquis par une personne, il a automatiquement sa retraite à taux plein. Donc, on sait que là, il n'a aucune minoration. Et enfin, 70 ans, eh bien, 70 ans, c'est l'âge à partir duquel l'employeur peut mettre d'office un salarié à la retraite. Ça veut dire que finalement, avant 70 ans, le départ à la retraite se fait obligatoirement à l'initiative du salarié. À 70 ans, ce départ à la retraite peut être à ce moment-là fait à l'initiative de l'employeur. Voilà. Donc, âge important aussi pour vous. Alors, je vais repasser la main à Pascal. Alors, merci Frédéric. Donc, après ces petits rappels, encore juste quelques petits rappels rapidement sur les différentes modalités de rupture des contrats de travail. Contrat de travail, vous savez qu'il y a deux grands types de contrats de travail, le contrat de travail à durée indéterminée et le contrat de travail à durée déterminée. Commençons par la règle. Très simple. La rupture du CDI est possible de 5 manières. 1, la rupture conventionnelle, les deux parties se mettent d'accord. 2, un licenciement, donc à l'initiative de l'employeur. On se souvient que le licenciement se divise en deux parties, un licenciement suite à des difficultés économiques ou un licenciement lié à la personne du salarié. Bon. La démission à l'initiative du salarié. On rappelle que le salarié n'a pas à motiver sa décision. Et, on va y venir tout à l'heure, la mise à la retraite, on en parlait juste à l'instant, hein, la mise à la retraite qui peut être d'office à partir de 70 ans, mise à la retraite de la part de l'employeur, ou encore le départ volontaire à la retraite. En ce qui concerne le CDD, la loi fixe les 4-5 conditions, les 4-5 situations dans lesquelles le CDD peut être rompu avant son terme. La formulation est importante. Hein. Rupture avant le terme. Pourquoi ? Parce qu'un CDD, vous savez, c'est le contrat le plus fort du monde. Le CDD, une fois qu'on a conclu le CDD, eh bien, a priori, rien ne peut le rompre. On s'est engagé sur une durée déterminée, on doit aller jusqu'au bout, que ce soit l'employeur ou le salarié. Cependant, la loi fixe malgré tout des situations où la rupture anticipée est possible. 1, bien sûr, le commun accord, évidemment. 2, la faute grave que ce soit de la part de l'employeur ou du salarié. La faute grave, vous savez, c'est la faute qui, je cite, hein, rend impossible la continuité du contrat de travail. La force majeure, une situation de force majeure, c'est une situation où les parties en présence n'y sont pour rien, où les parties en présence ne peuvent pas lutter et où cette situation était imprévisible au moment de la conclusion du contrat. Quand il y a les 3 éléments réunis, on dit qu'il y a force majeure. 4e situation, quand le salarié a trouvé un CDI chez un autre employeur, il a le droit de rompre son CDD avant son terme
Et puis aussi, bien sûr, il peut y avoir une inaptitude qui surviendrait peut-être à l'issue d'une maladie professionnelle ou d'un accident, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on remarque, avant de terminer sur cette introduction? On remarque que pour le CDD, il n'y a pas de départ en retraite ou de mise en retraite. Le CDD, encore une fois, a une durée préfixe. On doit aller jusqu'au bout. La mise à la retraite, le départ en retraite ne fait pas partie des situations de rupture anticipée. Voilà. Alors, Frédéric, à toi. Juste avant la retraite, quand un salarié se rapproche de l'âge auquel il peut bénéficier d'une retraite, il peut y avoir quelques opportunités intéressantes pour lui et pour vous. Premier point, c'est ce qu'on appelle la retraite progressive. Alors, la retraite progressive, c'est quelque chose qui peut se mettre en place au plus tôt 2 ans avant l'âge légal. Va permettre à un salarié qui arrive donc justement en fin de carrière, puisqu'il est à 2 ans de son âge légal de départ en retraite, et le salarié qui souhaiterait du coup peut-être réduire son taux d'activité parce que justement en fin de carrière, il commence un petit peu à fatiguer et il se verrait bien passer à temps partiel. Eh bien, du coup, là où un des freins au passage à temps partiel peut bien sûr être la perte de rémunération, la retraite progressive va permettre au salarié de bénéficier, en plus de son salaire à temps partiel, d'une partie de ses droits à la retraite. Alors, on ne va pas compenser complètement la perte de rémunération, puisque la retraite est toujours inférieure en valeur à ce que peut être un salaire, mais on va quand même limiter, puisque le salarié va pouvoir avoir une partie son salaire à temps partiel et une partie, de ses droits à la retraite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la retraite progressive. Donc évidemment, les incidents, c'est que du coup, il ralentit son rythme de travail. Ça peut être intéressant pour lui, voire éventuellement pour l'employeur. Sur la partie pour laquelle, bien sûr, il travaille, il va continuer à acquérir des droits, puisqu'il n'est pas réellement à la retraite. Il s'approche progressivement de celle-ci. Donc, la partie travaillée va continuer à générer des trimestres, des points, etc. Et puis, si l'employeur en est d'accord, bien sûr, il peut même y avoir une possibilité de cotiser malgré tout sur les bases retraites à taux plein, comme si le salarié était toujours à temps plein, de façon à ce qu'il n'ait aucune perte sur ses futurs droits à la retraite. Donc là, bien sûr, il faut l'accord de l'employeur. Alors, il le faut pour le passage à temps partiel, et à plus forte raison, il le faut pour un maintien de ses cotisations à temps plein, le cas échéant. Mais si effectivement c'est une opportunité qui est faisable, évidemment, ça peut être très intéressant pour lui. Frédéric, je me permets, il y a Judith qui nous pose une petite question. Est-ce que le départ à la retraite progressive peut aussi concerner les intermittents du spectacle? Alors, je comprends tout à fait la question. Réglementairement, oui, l'intermittent pourrait pouvoir normalement bénéficier de la retraite progressive. La problématique, c'est que la retraite progressive, il s'agit de fixer dès le départ un taux d'activité à temps partiel. Ce taux doit être compris d'ailleurs entre 40 et 80% de la durée légale d'activité. Et c'est ça, en fait, qui est complexe pour un intermittent, c'est de dire, finalement, oui, sur les 2 prochaines années ou les 3 prochaines années, parce qu'il n'y a pas de limite à la retraite progressive, on peut continuer cette retraite progressive même après son âge légal si on le souhaite, et si l'employeur est d'accord. Mais du coup, il faut pouvoir déterminer avec précision de dire, voilà, pendant 2 ans, mon taux d'activité, ce sera, par exemple, 50%. Et évidemment, pour un intermittent, c'est extrêmement compliqué de savoir à l'avance qu'est-ce qu'il va avoir comme contrat et du coup comme durée d'activité. Et à ce moment-là, il ne va pas pouvoir mettre en place cette retraite progressive, même si réglementairement, il pourrait y avoir accès. Voilà. Alors, du coup, sur les démarches de l'employeur, on va revenir ça. Donc, côté employeur, en fait, je ne sais plus si c'est toi ou si c'est moi, Pascal, là, j'ai un truc. Tu as raison, je peux reprendre. Oui. Juste avant. Donc, côté employeur, on a 2 situations, avant 70 ans et à partir de 70 ans. Pourquoi 2 situations? Parce que il y a ce point qui est qu'à partir de 70 ans, un employeur peut mettre à la retraite d'office un salarié. Alors, premier cas de figure, le cas sans doute le plus fréquent, avant 70 ans. Que doit faire l'employeur? Donc on est dans le cadre d'un départ volontaire. Il faut répondre à la demande du salarié, évidemment. À partir de 70 ans, deuxième situation,
Donc, c'est la mise à la retraite. Et là, si tu peux juste appuyer sur le… Ah oui, pardon. Donc, mise à la retraite, donc, là aussi, on répond aux salariés et on répond, non, qu'est-ce que je raconte? On l'informe du souhait, donc, en tant qu'employeur, de le mettre à la retraite. Et évidemment, on va respecter un petit préavis pour l'informer. Ce préavis respecté, quoi qu'il en soit, que ce soit avant 70 ans ou à partir de 70 ans, il va y avoir le calcul de l'indemnité de mise à la retraite. Cette indemnité, elle peut être de sorte. Soit la convention collective qu'applique l'employeur prévoit une indemnité spécifique au titre du départ en retraite. Si la convention collective ne prévoit rien, eh bien dans ce cas-là, le calcul de l'indemnité, c'est le calcul de l'indemnité légale de licenciement. Ça, c'est l'indemnité pour le salarié. Il y a une petite particularité, c'est la contribution patronale spécifique pour la mise à la retraite d'office. Dans ce cas-là, il y a une contribution, traduisez un impôt, qui est de 30%, un taux de 30% sur la fraction d'indemnité de mise à la retraite, la fraction qui est exonérée de cotisation de sécurité sociale. Donc ça, c'est une particularité fiscale pour la situation où l'employeur décide de mettre à la retraite un salarié donc à partir de 70 ans et sans forcément l'accord du salarié. Côté salarié, je te repasse la main, Frédéric. Alors, côté salarié, c'est assez simple. Le salarié, maintenant, il faut qu'il fasse sa demande de retraite. Alors, on préconise sa demande en général 5 ans avant la date d'effet. Le plus simple maintenant, puisque c'est une demande en ligne, bien sûr, qui se fait sur le site Info Retraite. Alors, il y en a d'autres. On pourrait passer par le site de l'assurance retraite ou par le site de l'Agirc Arrco, mais l'avantage du site Info Retraite, c'est qu'il est relativement ergonomique et que toutes les informations vont être regroupées. Et là, le salarié va pouvoir faire une demande de retraite sur l'ensemble des régimes auprès desquels il a été affilié et qui sont connus. Alors, il y a quelques cas particuliers, il y a quelques régimes qui ne sont pas encore intégrés vraiment à l'alignement interrégime. Par exemple, on vous a mis la Comédie Française, l'Opéra de Paris, auquel cas, il appartient au salarié de faire une demande spécifique s'il relève d'un de ces régimes. Voilà, mais c'est quand même des cas un petit peu à la marge. Sinon, régime de base, Agirc Arrco, IRCANTEC, IRSEC pour la complémentaire des droits d'auteur, etc. Tous ces régimes-là sont des régimes alignés qui seront intégrés à cette demande unique faite en ligne sur le site d'Info Retraite. Alors, après le départ à la retraite, là aussi, il peut se passer des choses intéressantes. Et il y a déjà le versement de la pension. Premier élément, bien sûr, c'est que c'est quand même là que c'est intéressant, c'est que on commence à percevoir sa retraite. Alors, l'assurance retraite, c'est un paiement qui est à terme échu, c'est-à-dire que c'est le 9 du mois suivant. Donc, si je fais valoir mes droits à la retraite le 1er janvier, par exemple, eh bien, le premier versement de l'assurance retraite interviendra le 9 février. Et ensuite, ainsi de suite, à chaque fois, le 9 du mois suivant, on aura ce versement de la retraite de base. Côté Agirc Arrco, on a un versement mensuel, bien sûr, mais qui, lui, est à échoir. Il se fait à chaque fois en début de mois. Alors, au bout de quelques mois, évidemment, on ne fait plus vraiment cette distinction, mais au démarrage, c'est important quand même, puisque nous, du coup, si je garde mon exemple d'un effet au 1er janvier, eh bien, ça veut dire que le premier versement interviendra courant janvier. Alors, celui-là, le premier, comme il y a toute la mise en place de la chaîne comptable, etc., des fois, il est un petit peu décalé, mais il interviendra quand même toujours courant janvier pour janvier. Et puis, après, entre le 1er et le 5 février, il aura le versement et après, ça suivra comme ça son cours au fur et à mesure. Ça, un élément assez simple. Autre élément qui est en général relativement intéressant aussi, c'est qu'on a des retraités qui reprennent une activité, qui se mettent en ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite. Alors, le cumul emploi-retraite, donc c'est pour quelqu'un qui a pris sa retraite, bien évidemment. Là, c'est pas comme la retraite progressive. Voilà, la retraite est versée dans son intégralité. Et en plus de cette retraite, il va reprendre une activité. Alors, pour le cumul emploi-retraite dit intégral, il y a quand même évidemment des conditions. C'est que il faut bien
qu'il y a eu rupture du contrat de travail, puisque pour partir à la retraite, on l'a vu précédemment, il y a rupture du contrat de travail. Voilà. Il faut que le salarié ait liquidé l'ensemble de ses régimes de retraite obligatoires à taux plein, et il faut qu'il ait qu'il ait atteint l'âge légal, donc 64 ans à terme, ou l'âge du taux plein automatique, donc on a dit 67 ans. Et s'il remplit ces conditions, il va être dans ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite intégral. Ça veut dire que là, il n'a aucune limite, que ce soit en termes de rémunération ou en termes de reprise d'activité, même chez l'employeur qu'il vient de quitter. Il peut faire tout ça, entre guillemets, immédiatement. C'est-à-dire que je quitte le 31 décembre, mon employeur, le 1er janvier, je ne travaille pas. Il faut quand même respecter en off, si je puis dire, le jour de prise de retraite. Mais à partir du 2 janvier, je peux reprendre une activité avec le même niveau de rémunération précédemment pour le même employeur et je n'aurai aucune interdiction de le faire. Je pourrai sans aucun problème. Seule petite point d'attention à avoir, c'est que, vous l'avez peut-être entendu, la dernière réforme de 2023 a permis, dans le cadre du cumul emploi-retraite intégral, d'acquérir de nouveaux droits à la retraite. Alors, vous savez qu'avant, on avait déjà ces dispositifs de cumul emploi-retraite, mais bien évidemment, quand je reprenais une activité dans cette situation-là, même en cumul emploi-retraite intégral, eh bien, évidemment, cette reprise d'activité n'était plus génératrice de droits. Là, maintenant, le cumul emploi-retraite intégral va pouvoir générer des droits à une deuxième retraite. On ne révise pas la retraite passée, on acquiert des droits par rapport à cette nouvelle période de cumul emploi-retraite. Et là, par contre, attention, si la personne qui reprend une activité souhaite que cette activité-là soit génératrice de ces nouveaux droits, elle doit patienter au moins 6 mois avant de retourner chez son dernier employeur. Si elle change d'employeur, elle va pouvoir le faire immédiatement et elle aura l'acquisition de ces nouveaux droits à la retraite sans aucune difficulté. Par contre, si elle... je crois qu'on a un petit souci de connexion. Absolument. Frédéric va nous rejoindre assez rapidement. Alors, bon, on va lui laisser le temps d'arriver. Alors, j'ai l'impression que Pascal aussi. Alors, on a un petit souci de connexion. On a perdu Pascal et Frédéric. J'espère que pour vous qui suivez la webconf, ça se passe bien. Enfin, vous avez toujours accès. Alors, on va patienter un tout petit peu. Je pense que Frédéric et Pascal vont venir assez rapidement. En général, on fait une petite déconnexion, une reconnexion. Et ça redémarre. Normalement, c'est bon. Alors là, logiquement, Frédéric. Oui. Pascal aussi a eu un petit souci. Voilà, Pascal est revenu. Voilà, c'est reparti. Je crois qu'on a reperdu Frédéric. C'est les aléas du direct. C'est ça. Il va arriver. Le temps qu'il se connecte, qu'il se reconnecte. C'est ça. Donc, a priori, pour vous qui suivez la webconf, ça fonctionne bien. Donc, c'est le principal. Voilà, Frédéric va sans doute revenir. On a un petit sablier. Normalement, je suis là. Ça devrait remarcher. Oui. C'est mon partage d'écran que j'ai eu un petit souci. Là, on te revoit, Frédéric. C'est bon, a priori. Voilà. Et donc là, je reprends mon partage d'écran. On en était au cumul emploi-retraite. Voilà. Donc, je disais, effectivement, dans le cadre du cumul emploi-retraite intégral, voilà, l'acquisition de nouveaux droits peut se faire dès lors que on va avoir donc ce délai de cette carence de 6 mois avant de retourner travailler chez le dernier employeur. Alors, l'autre, si jamais les conditions initiales ne sont pas remplies, si la personne a bien sa retraite à taux plein, mais n'a pas l'âge légal, par exemple carrière longue ou inaptitude, ou alors s'il est parti avec une retraite minorée et qu'il n'a pas encore 67 ans, eh bien là, il est dans ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite limité.
La reprise d'activité chez le dernier employeur, elle est de toute façon soumise à une carence de 6 mois. Voilà. Il n'y aura évidemment, dans le cadre du cumul emploi-retraite intégral, aucune acquisition de nouveaux droits à la retraite. Ça n'est possible que dans le cadre du cumul emploi-retraite intégral. Et en plus, le salarié va avoir une contrainte financière, c'est-à-dire qu'on va s'assurer que son salaire issu de la reprise d'activité additionné à ses pensions de retraite ne dépasse pas son dernier niveau de rémunération. Voilà, en général, c'est le cas le plus fréquent. Alors, s'il avait une rémunération très faible en fin d'activité, en fin de vie professionnelle, on compare avec 160% du SMIC. Mais la plupart du temps, en fait, on fait cette comparaison avec le dernier niveau de rémunération. Et donc, il faut que salaire plus retraite ne dépasse pas ce dernier niveau de rémunération. Dans ce dernier cas, Frédéric, en clair, ce sont les institutions de retraite qui limitent le montant de la pension. Absolument. Effectivement, si on voit que la personne dépasse, il y aura un écrêtement du versement de la retraite. Voilà. Et ça peut aller évidemment jusqu'à une suspension s'il reprenait une activité avec le même niveau de rémunération que précédemment, bien évidemment. Toujours sur ce point, toujours sur ce point, pour être très clair, l'employeur qui réemploierait un salarié qui l'a quitté pour liquider ses droits, pour lui, il n'y a absolument aucune incidence sur la situation particulière de cette personne. Absolument. C'est au salarié de s'assurer qu'il remplit les conditions ou pas et de faire en fonction de ça, de voir ce qu'il en est. L'employeur, lui, doit juste accepter de réembaucher ce salarié le cas échéant. Très bien. Alors, voilà, on est arrivé à la fin, on a tenu le timing. On rappelle que le support sera mis sur notre site audience et le replay, je pense, dès demain sur notre chaîne YouTube. Mais on va laisser la parole à Philippe pour voir quelles sont les questions posées et on va revenir sur un plein écran. Oui, alors il y a de très nombreuses questions, donc le sujet intéresse. Alors pour Pascal et Frédéric, je vais essayer de les classer par thème. Je les ai mis en favori, j'ai mis une petite coche. Il y a une question de Nathalie à 10h06 concernant donc les droits pour la retraite. Elle demande quid de la maternité. Sous-entendu, est-ce que la maternité, ça compte entre guillemets pour la retraite? Alors, les périodes de maternité, l'arrêt maternité va compter en trimestre comme un arrêt maladie, bien évidemment. Oui. Et puis, il y aura bien sûr aussi la majoration des trimestres spécifiques pour enfants, qui sont des trimestres qui viennent se rajouter au trimestre validé. Donc, oui, prise en compte. Par contre, c'est une prise en compte uniquement en durée, uniquement en trimestre. Les sommes perçues au titre d'un arrêt maladie, qui soit d'origine maternité ou autre, qui sont des indemnités, ne sont pas prises en compte par le régime de base de sécurité sociale. Voilà. Donc, prise en compte en durée. Côté complémentaire, nous, on attribuera les points sur la base de la dernière année d'activité pendant les périodes d'arrêt de travail, et donc y compris la maternité. Donc là, il y a moins d'incidence sur le régime complémentaire. Un peu sur la même thématique, il y a une question de Bérangère à 10h20. Pour un intermittent, comment est calculé le nombre de trimestres sur ces périodes d'inactivité? Eh bien, comme je le disais, dès lors qu'il va être indemnisé au titre de ces périodes de chômage, donc maintenant par France Travail, à partir du moment où il y aura au moins 50 jours, alors pas forcément consécutifs, il peut y avoir plusieurs périodes d'indemnisation, mais on aura donc un trimestre par tranche de 50 jours indemnisé par France Travail. Voilà. Alors après, on a une thématique qui revient souvent, on a des questions sur la retraite progressive, avec une première question de Anita à 10h19. Est-ce qu'un salarié déjà à temps partiel peut-il bénéficier de ce même dispositif, donc la retraite progressive, en réduisant encore ses... Oui, il peut dès lors qu'il reste au-dessus du seuil minimum de 40%. Voilà, puisque je disais, la retraite progressive, le temps d'activité doit être compris entre 40 et 80%. Donc, imaginons quelqu'un déjà à 60% de son taux d'activité et qui veut baisser encore, s'il baisse à 40, il pourra bénéficier de sa retraite progressive. Si par contre, il passe en dessous de 40% de taux d'activité par rapport à la durée légale, là, il ne sera plus éligible à la retraite progressive. On a une question aussi de Aude sur la retraite progressive à 10h20. Est-ce que la retraite progressive est plafonnée? Est-ce que le salarié peut-il avoir un revenu global supérieur? Et si le salarié était déjà à temps partiel, par exemple?
Alors, normalement, non, mais on a rencontré des cas de figure où, effectivement, des employeurs ont maintenu un niveau de rémunération supérieur à celui qui correspondait à la durée légale d'activité. Par exemple, quelqu'un qui passe à 80%, mais dont la rémunération est maintenue à 90%. Là, évidemment, nous, dans le cas de la retraite progressive, ce qu'on regarde, ce n'est pas le niveau de rémunération, c'est la durée d'activité. Et à ce moment-là, eh ben oui, on peut avoir, finalement, en cumulant un salaire à 90% pour une activité à 80%, par exemple, plus les 20% de retraite, on peut avoir une rémunération qui dépasse l'ancien niveau. Ça n'est absolument pas un frein à la mise en place de la retraite progressive. Nous, ce qu'on regarde, c'est la durée d'activité. Alors, pour rester dans la même thématique de la retraite progressive, il y a une question de Anne-Marie à 10h24. En cas de départ en retraite progressive, est-il possible de démarrer à 70% la première année et 50% la deuxième année? Et est-il possible d'annualiser le temps de travail? Oui, on peut modifier sa durée, son taux d'activité à temps partiel pendant la période de retraite progressive. Alors, ceci dit, souvent, on essaye de faire en sorte que ça n'arrive qu'une fois par an, un maximum, et si possible au 1er janvier de l'année, parce que sinon, derrière, les régimes de retraite vont avoir beaucoup de mal à suivre. Et pour éviter d'avoir soit des sommes à rembourser, soit de percevoir moins que prévu, etc., il vaut mieux essayer de limiter ces changements de taux d'activité et surtout le faire avec un petit peu de temps d'avance, dire voilà, dans 2 mois, dans 3 mois, je vais modifier mon taux d'activité, toujours en restant dans les clous entre 40 et 80%. Mais c'est possible. On a une question aussi d'Emmanuel à 10h22. Est-il possible qu'un employeur mette à la retraite un salarié avant l'âge légal? Non. De toute façon, on l'a vu, la mise à la retraite d'office par l'employeur, c'est à 70 ans. Voilà. Donc, avant 70 ans, le départ à la retraite va forcément être à l'initiative du salarié. Avant 70 ans, l'employeur, il va falloir qu'il trouve une autre méthode s'il veut que son salarié s'en aille. On a une question aussi de Natacha à 10h22. Une salariée qui a quitté l'entreprise le 31 mars 2025 pour prendre sa retraite. Ah, cette fois, c'est Philippe qu'on a perdu. Alors, je reprends. Donc, une salariée a quitté l'entreprise. Pardon, oui, c'était ça. Une salariée a quitté l'entreprise le 31 mars pour prendre sa retraite. L'employeur demande à la salariée un courrier officiel de la CARSAT indiquant la date à laquelle la salariée a effectivement le droit à sa retraite à taux plein. Et la salariée dit à l'employeur qu'elle n'a reçu aucun document officiel. Question, est-ce que l'employeur peut être inquiété de la situation? Ah bah, si le salarié a fait part à son employeur dans les limites du préavis, etc., qu'il souhaitait faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1er avril et donc avoir une cessation de son contrat de travail au 31 mars, l'employeur, il est tout à fait dans les cordes. Si après, le salarié n'a pas fait les démarches nécessaires en temps et en heure auprès des régimes de retraite pour bénéficier de celle-ci et que donc il n'a pas de document, ça, c'est pas de la responsabilité de l'employeur. Il faut bien séparer les deux démarches, et nous, on le répète régulièrement aux salariés aussi. C'est pas parce que je préviens mon employeur que je vais partir à la retraite que ça déclenche la demande. Heureusement que vous n'avez pas justement de démarche à faire spécifiquement là-dessus. À l'inverse, c'est pas parce que je demande ma retraite auprès des régimes de retraite que ça informe mon employeur que je vais partir. C'est deux choses qui sont complètement séparées. Donc, charge au salarié d'informer son employeur de sa volonté de prendre ses droits à la retraite à compter de telle date dans le respect de son préavis et en même temps de déclencher les démarches pour obtenir ses pensions auprès des régimes de retraite obligatoires. Voilà. Mais donc non, l'employeur, a priori, ne peut pas s'inquiéter dès lors qu'il a la trace de cette demande faite par le salarié de mettre fin au contrat de travail pour bénéficier de ses droits à retraite. Alors justement, c'est très intéressant le dernier point que tu précises. Lisa nous dit sous quelle forme se fait la réponse à la sollicitation du salarié, sollicitation. Alors, la situation n'est pas précise, mais que ce soit sur un souhait de départ à la retraite. Bon, j'imagine, si on veut sécuriser les choses,
on envoie un courrier avec un accusé de réception. Exactement. Chers collaborateurs, nous avons pris bonne note de votre volonté de faire valoir vos droits à la retraite à partir du premier machin. Parce que, alors, premier, parce que la retraite démarre toujours un premier jour de mois civil. Hein. On peut partir à la retraite le 15 du mois. Et donc, voilà, on a pris bonne note de votre souhait de faire valoir vos droits à la retraite à compter du 1er mai. Et donc, votre contrat de travail, ça sera le 30 avril. Voilà. Tout à fait. Philippe, je te laisse reprendre. Oui, alors désolé, il y a un petit souci de connexion, mais je suis revenu. Un peu dans la même thématique, une question de Décimera à 10h22. Est-ce que l'intermittent doit faire aussi sa demande de départ à la retraite à ses employeurs, vu qu'il a plusieurs employeurs? Est-ce qu'il doit la faire? On pourrait dire oui, sauf qu'en règle générale, par rapport au contrat d'intermittent, souvent, il ne va pas être sous contrat. Alors, je vois que Pascal a une... Et oui, ça fait référence à la vignette qu'on évoquait tout à l'heure. Les artistes et les techniciens qu'on appelle intermittents, ils sont en CDD systématiquement. Et donc, au moment, le départ à la retraite d'un salarié qui est tout le temps embauché en CDD, donc en tant qu'intermittent, il n'y a aucun rapport avec l'employeur. L'intermittent fera sa demande à un moment donné où il ne sera pas sous contrat. Voilà, absolument. On a une question de Aude à 10h25. Est-ce qu'il y a un délai de carence pour le cumul emploi-retraite avec l'employeur précédent? Alors, c'est ce que j'expliquais. Hein. Si le salarié est en cumul emploi-retraite intégral et qu'il veut, et que donc, entre guillemets, il est libre de reprendre cette activité, officiellement, il n'y a pas de délai à respecter, il n'y a pas de carence pour retourner travailler auprès de son dernier employeur, sauf dans le cas de figure où on souhaite que cette reprise d'activité génère de nouveaux droits à la retraite, auquel cas il y a une carence de 6 mois. Alors je sais que c'est un peu troublant parce que de l'autre côté, quand on est dans la situation du cumul emploi-retraite limité, il y a aussi cette carence de 6 mois, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le cadre du cumul emploi-retraite limité, cette carence de 6 mois avant de pouvoir reprendre une activité chez son dernier employeur, elle est obligatoire. C'est-à-dire que si elle n'est pas respectée, il va y avoir suspension du versement des droits à la retraite, etc. Donc, on ne peut pas le faire du tout. Dans le cadre du cumul emploi-retraite intégral, réglementairement, je peux quitter mon employeur le 31 décembre et y retourner le 2 janvier. Simplement, si je fais ça, il n'y aura pas de conséquences sur ma retraite actuelle, je continuerai à la percevoir, etc. Mais je ne pourrai pas acquérir de nouveaux droits sur cette reprise d'activité. Et ce, de façon définitive. Hein. Le site de l'assurance retraite est assez précis sur le cas, c'est que pour eux, c'est blanc ou noir, c'est-à-dire soit je respecte cette carence de 6 mois avant de retourner chez mon dernier employeur, et là, j'aurai de nouveaux droits à la retraite sur cette reprise d'activité, et derrière, il faudra que je demande une deuxième liquidation ultérieurement, soit je n'ai pas respecté ça, je suis retourné chez mon dernier employeur avant cette carence de 6 mois, pas de souci sur le plan des versements des retraites, par contre, aucune possibilité d'acquisition de nouveaux droits à la retraite. On a une question de Christophe qui nous redemande en fait une précision sur le temps qu'il faut prévoir entre la demande de mise en retraite et la date effective de départ à la retraite. Alors, la préconisation, c'est de faire la demande de retraite 5 mois avant la date d'effet. Alors, ce n'est pas une obligation réglementaire, hein, je peux la faire que 2 mois avant, mais si on veut s'assurer d'avoir le temps de bien traiter tous les dossiers, de mettre à jour les derniers droits, de répondre aux sollicitations des régimes de retraite, etc., et ensuite de percevoir ses pensions dès le départ, hein, donc la pension Agirc-Arrco dès le mois du départ et la pension de la retraite le 9 du mois suivant, c'est ce qu'on préconise. Alors, si on ne respecte pas ce délai, en soi, ce n'est pas forcément problématique. Hein. Si je fais la demande que 1 mois avant la date de départ, ma retraite sera bien enregistrée à la date d'effet que j'ai souhaité. Par contre, le versement peut-être n'interviendra que 3 ou 4 mois après la date d'effet, certes avec la rétroactivité, mais malgré tout, il va falloir que je tienne pendant 2 ou 3 mois sans versement de ma retraite. Alors après, on a des questions qui reviennent sur le thème de la retraite progressive, qui est une question d'Isabelle à 10h29. Dans le cas d'une retraite progressive, elle m'a dit qu'on devait rompre le CDI et faire un nouveau contrat à temps partiel. Je pense que c'est plutôt la question. Est-ce qu'il faut rompre le CDI et faire un nouveau contrat à temps partiel ou est-ce qu'il faut faire une annexe au CDI? Non, c'est juste,
l'employeur atteste que son salarié maintenant est passé à temps partiel. Il n'y a absolument pas de rupture, hein, puisqu'on l'a dit, c'est pas un passage à la retraite, c'est une aménagement de temps de travail. Donc le contrat ne bouge pas, simplement l'employeur va attester que son salarié, au lieu d'être à 100% de la durée légale du temps de travail, il est maintenant à 80%, etc. Alors, pour les salariés, on va dire dans le cas le plus classique où on est sur 35 heures par semaine, on va dire c'est plus 35 heures par semaine qui fait ces 80% de ces 35 heures. Pour des salariés au forfait jour, ça fonctionne aussi, hein. Il y a des barèmes et donc on va dire qu'au lieu d'être par exemple à 2 jours dans l'année, il n'est plus qu'à 200 jours, etc. Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. Mais c'est bien. Dans ce cas-là, on fait un avenant au contrat de travail pour stipuler, pour préciser ce qui a été convenu. Exactement. Nathalie qui nous demande si la maternité compte pour le calcul de la retraite progressive. De la même façon, hein. En fait, la retraite progressive, il faut bien imaginer que c'est uniquement la possibilité de percevoir un petit bout de sa retraite pour limiter la perte de revenus au passage à temps partiel. Mais le côté activité continue de générer des droits. Alors après, la maternité à 2 ans de son âge légal, puisque la retraite progressive, je rappelle, intervient au plus tôt à 2 ans avant l'âge légal, donc on va dire entre grosso modo 60 et 62 ans, et plutôt 62 ans maintenant au fur et à mesure. De la maternité à 62 ans, ça peut être le cas pour de l'adoption éventuellement, mais de toute façon la même prise en compte. Alors une question de Armel, toujours sur la retraite progressive. Il y a une question d'Armel à 10h31. On est en retraite progressive de 62 à 64 ans. Est-ce qu'on acquiert les mêmes droits que si on avait travaillé jusqu'à 64 ans? Alors, pas exactement, puisqu'on va acquérir des droits par rapport à son niveau de rémunération, qui aura baissé, puisque je vous rappelle que c'est toujours le montant du salaire qui génère les droits à la retraite et qui va déterminer le montant de cette future retraite. Donc forcément, si je travaille à 80% et que donc j'ai un salaire à 80%, j'ai 20% de droits en moins que si j'étais à temps plein. Alors après, ceci dit, quand c'est sur 2 ans par rapport à 25 années calculées d'un côté pour le régime de base et l'intégralité de la vie professionnelle de l'autre côté sur le régime Agirc-Arrco, les impacts sont quand même en général assez minimes, mais ça se simule. Alors, juste peut-être 2 précisions par rapport à ça, parce que je sens que le sujet est dense. Un, c'est que sur la chaîne audience, sur Webikeo, vous avez en replay l'ensemble des webconférences qu'on fait et on en a fait spécifiquement sur la retraite progressive, ce sera un petit peu plus détaillé si vous le souhaitez. Et deuxièmement, vous savez maintenant que dans les espaces personnels de chaque individu sur le site Info Retraite, on a accès au simulateur. Et dans le cadre d'une simulation pour quelqu'un qui est effectivement pas très éloigné de son âge légal, il y a une possibilité de simuler les impacts d'une retraite progressive. Et donc, l'outil va déterminer, alors ça reste une estimation, mais c'est quand même assez fiable. L'outil va vous dire, pendant la période de retraite progressive, par rapport aux éléments que vous donnez au simulateur sur le taux d'activité, le dernier niveau de rémunération, etc., de dire, pendant la période de retraite progressive, vous avez touché tant de salaire, tant de retraite progressive. À l'issue de celle-ci, le montant de votre retraite, il sera de temps. Et si vous n'aviez pas eu cette période de retraite progressive, le montant est de temps. Voilà, donc ça permet vraiment de simuler avec précision cette période et ce que ça donne. Mais l'impact est en général assez modéré. Alors, on a une question de Aude à 10h32. Est-ce que le salaire de référence pour le cumul, alors je pense que c'est cumul emploi-retraite, s'apprécie-t-il en annuel ou est-ce le dernier salaire mensuel? Non, on analyse toujours le dernier niveau de rémunération et même, pour peut-être anticiper la question, pour les intermittents du spectacle, du coup, le dernier contrat, même si c'est sur une période assez courte, on va reconstituer le niveau de rémunération de ce dernier contrat en annuel pour comparer toujours ça. Mais c'est toujours un salaire annuel brut qui sert de référence au cumul emploi-retraite. Philippe, pardon, je me permets parce que je vois le temps qui passe. Juste, on a plusieurs questions à la fin là sur les questions des cotisations qui sont dues quand on reprend un salarié qui, dans le cas d'un cumul emploi-retraite, ou bien quand on reprend un salarié tout simplement qui a liquidé ses droits à la retraite. Il n'y a aucune différence
sur le bulletin de paye, les cotisations sont les mêmes, quelle que soit la situation du salarié, qu'il soit retraité ou pas. Ça fait quelques années qu'il n'y a plus de distinguo là-dessus. Et puis, je voyais une autre question là, de Lisa concernant le calcul de l'ancienneté d'un intermittent pour évidemment le calcul de l'indemnité de départ en retraite. Les intermittents étant en CDD, il ne peut pas, durant un CDD, partir à la retraite. Donc, il ne peut pas y avoir de versement d'indemnité de départ à la retraite dans cette situation-là. Vous voyez voilà, peut-être une dernière. Allez, on prend la dernière question de Anne-Marie. Alors, c'est pour toi, Frédéric. Est-il possible d'annualiser son temps de travail en retraite progressive à temps partiel? Oui, parce que enfin, de toute façon, on ne va pas aller vérifier en direct que vous faites bien 30 heures par semaine, toutes les semaines, tout au long de l'année. Donc, ça, c'est plutôt en accord avec l'employeur. À partir du moment où l'employeur va attester que votre temps de travail, c'est 30 heures par semaine, ou 27, nous, derrière, on ne va pas vérifier s'il y a des semaines où vous faites 35 et des semaines où vous faites 20. Ça, c'est après, j'allais dire, c'est un peu en accord avec, de gré à gré avec l'employeur. Pareil sur le nombre pour les salariés au forfait jour. À partir du moment où on a l'attestation de l'employeur qui confirme que, au lieu de faire 220 jours dans l'année, vous allez en faire 200, on ne va pas vérifier si c'est bien réparti sur l'année ou s'il y a une période plus importante que d'autres. Donc, nous, on va uniquement se baser sur l'attestation. On dit, nous, les régimes de retraite vont uniquement se baser sur l'attestation complétée par l'employeur. C'est une attestation spécifique dans le cadre de la demande de retraite progressive qui dit que, oui, son salarié, au lieu d'être à tant d'heures par semaine, il est à temps, ou au lieu d'être à tant de jours, il est à temps, etc. Voilà. Merci. Et puis, on revient sur Lisa qui a apporté une précision. Lisa a posé la question du calcul de l'ancienneté pour la détermination de l'indemnité de départ en retraite pour les intermittents. Mais Lisa précise en disant que sa question portait sur un salarié qui est passé en CDI, justement. S'il est passé en CDI, du coup, le calcul de l'indemnité se fait en fonction de l'ancienneté liée à ce CDI, le CDI au cours duquel le salarié va demander son départ à la retraite. Et donc, c'est les règles prévues soit par la loi, soit par la convention collective. Voilà. Et on est bien sur, du coup, quelqu'un qui est en CDI. Donc, la question, c'est depuis quand il est en CDI. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette intervention. Merci à vous. Merci Philippe, comme toujours, ton aide précieuse. On se voit si vous le souhaitez. Et si vous êtes dans le secteur des prestataires au service de la création de l'événement, on se verra le 26 mai. Nous aurons une webconférence dédiée à la nouvelle convention collective des entreprises au service de la création et de l'événement. Vous aurez cette communication sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à tout le monde et excellente journée. Merci à tous, bonne journée. Bonne journée, au revoir.